Oui, bonjour chers amis téléspectateurs. Je suis avec une nouvelle invitée pour vous parler de choses que vous avez vécues de manière très intense. Avant, je vous demande, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite pour toutes celles et ceux qui sont en vacances, de passer de bons moments en famille, avec le pays, d'y rester si vous pouvez, vous y fixer si vous pouvez, parce que le pays a besoin de ses enfants. Et puis, aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui s'est passé autour de la crise Covid. Et je vous avais annoncé qu'il y avait un ouvrage collectif qui sortirait bientôt. Donc, on vous préviendra, mais en principe, il est en fabrication chez l'imprimeur, donc ça ne devrait pas tarder. Alors, aujourd'hui, je reçois Madame Isabelle Faye-Marajo, qui a sorti donc un opuscule qui s'intitule « Obligation vaccinale, la résistance en marche ». Bonjour Madame Faye. Bonjour Madame Smiralda. Alors vous venez de la Guadeloupe. Je viens de la Guadeloupe, voilà. Exactement, oui. Voilà. Et vous avez écrit donc un livre que vous dédiez, un petit ouvrage que vous dédiez à tous les résistants, soignants, salariés, professionnels de santé, libéraux, qui sont suspendus maintenant depuis plus de 3 mois. Plus de 3 mois. Votre combat est légitime, tenez bon. Donc c'est un engagement. Oui, c'est un engagement, assurément. Effectivement, plus de 3 mois, parce qu'au moment où j'ai écrit le livre, ça faisait 3 mois que les personnes, les soignants étaient suspendus, et les professionnels libéraux également, et les salariés de droit privé. Donc, et là maintenant, on a beaucoup plus de 3 mois. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 8 mois qu'ils sont suspendus, sans salaire, sans rémunération, et sans qu'un dialogue ne soit instauré entre l'employeur et le salarié. Et la relation contractuelle est finalement concerne ces deux protagonistes. Donc c'est une crise en fait qui trouve son ancrage dans le fait que ici la loi n'est pas respectée. Enfin, dans le monde en tout cas concernant le droit du travail, il n'est pas respecté. C'est ce que vous expliquez dans votre opuscule. Oui, en fait, effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, mais moi j'avais commencé à étudier cette loi dès qu'elle a été donc promulguée et qu'elle a été validée par le Conseil constitutionnel. J'étais très étonnée de voir que le Conseil constitutionnel avait validé une telle loi. Donc vous parlez de la loi du 5 août 2021. La loi du 5 août 2021 qui aujourd'hui impose... Qui a mis le feu aux poudres. Qui a mis les feux aux poudres et qui impose l'obligation vaccinale à une catégorie de professionnels, parce que pour éviter le contact avec les personnes dites vulnérables. L'esprit de la loi, c'est celle-là. Au départ, l'esprit de la loi, c'est d'éviter le contact avec les personnes qui sont vulnérables. Donc oui, cette loi contrevient un certain nombre de dispositions légales qui sont déjà en vigueur dans certains textes, en droit du travail, en droit de la fonction publique, mais aussi dans le code de la santé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que cette loi impose cette obligation vaccinale, mais on a une loi qui donc demande à l'employeur de vérifier si son salarié ou ses salariés ont les justificatifs requis. Jusque-là, ça ne pose pas de problème. Le salarié n'a pas les justificatifs. À ce moment-là, la loi demande à l'employeur donc de le convoquer dans les 3 jours, au vu de déterminer avec le salarié la possibilité aussi de trouver un aménagement de ses fonctions. Pour l'intégrer, oui. Et si c'est pas possible, le sanctionner, donc le suspendre de ses fonctions. Voilà où là, à ce moment-là, on a un problème. Parce que la loi du 5 août 2021 est incomplète, puisqu'elle parle de suspension, elle ne limite pas cette suspension qui, finalement, continue à s'appliquer dans le temps sans que l'employeur ne puisse déterminer réellement ce qu'il doit faire. Et sans que le travailleur sache comment sortir de cette ornière. Voilà. Alors, on va reprendre les choses par le début, puisqu'il y a une chronologie aussi dans votre texte. Vous avez des préfaceurs qui ont fait des réflexions intéressantes. Mais ce qu'on comprend quand on sort de la lecture de l'ouvrage, c'est que, en fait, généralement, c'est, on va dire, le citoyen, l'administré, qui est en contravention des règles, des lois, etc. Et là, on est vraiment quand même
disons, stupéfait, oui, mais on s'habitue aux dérives de plus en plus, qui viennent de plus en plus de l'État. Et là, on découvre en fait que c'est l'État qui est en contravention du droit, de la Constitution, des règles, et l'État qui est censé protéger le citoyen, protéger le salarié, le travailleur, etc. Donc, on est dans une situation totalement inversée, mais avec un État et des pouvoirs, des institutions qui font le maximum pour rester maître de la situation, et puisque c'est c'est contre le droit, contre la Constitution, eh bien ils usent de violence, des formes de violence qui sont jusqu'à maintenant, on va dire, symboliques, mais dans la mesure où elles ont un impact sur la vie des citoyens, sur la vie des salariés, ça n'est plus tellement symbolique. Ça peut avoir des répercussions sur la structure familiale elle-même, sur l'individu lui-même. D'accord, puisque ça peut déclencher, je crois qu'il y a des maladies psychiques, puis d'autres situations plus graves. Alors, donc, dans cet ouvrage, je vous ai dit, j'ai vu que votre premier préfaceur, qui est Jean-Claude Beaujeau, l'a intitulé, vous l'avez intitulé Obligation vaccinale, résistance en marche, et lui, il l'a intitulé Passe vaccinal, les fondements juridiques d'une résistance. Oui. Donc le ton là aussi est donné. On parle bien de résistance et on a envie de savoir, mais résistance à quoi? Puisque cette résistance va déboucher sur une grosse crise en novembre 2021. Donc voilà ce que vous dit. Des mesures sanitaires qui sont prises par le gouvernement qui déclenchent la colère, puis l'étonnement, mais la colère des personnes qui sont victimes de ces dispositions ou dispositifs. Oui. D'accord? Exactement. Donc effectivement, Jean-Claude Beaujeau est un avocat qui est installé au barreau de Paris et qui a donc préfacé l'ouvrage. Et pourquoi effectivement résistance? Résistance parce qu'on est face à une loi oppressive. Et là, c'est complètement, disons, développé dans le livre, parce que cette loi est oppressive. Elle est oppressive pourquoi? Elle est oppressive parce que finalement, elle vient en opposition aux libertés aujourd'hui fondamentales qui sont accordées aux individus dans une société. Et voilà une loi qui a été prise assez rapidement par le gouvernement, sans qu'on ait la certitude qu'elle puisse s'appliquer dans un certain temps et surtout qu'elle puisse aussi garantir un certain nombre de libertés et permettre justement aux individus de pouvoir continuer à exercer, enfin en tout cas avoir ces acquis de liberté qui sont normalement accordés. Mais c'est la forme juridique aussi. C'est la forme juridique parce qu'une loi n'est pas censée devoir commencer et s'arrêter à un moment précis. Une loi est une loi, non? Une loi est une loi. Une loi peut être abrogée aussi. Hein. Il peut y arriver que la loi soit abrogée. Donc le problème qu'il y a, effectivement, la loi, en fait, doit garantir un certain nombre de sécurités juridiques. Ce qui n'est pas le cas avec la loi du 5 août 2021, qui crée un flou juridique total. Puisque, comme je le disais tout à l'heure pour introduire mon propos, c'est que voilà une loi qui est inachevée. Parce qu'on parle de suspension, mais la suspension n'est pas limitée. La suspension ne permet pas de déterminer réellement ce qu'on doit faire après avoir suspendu. L'employeur et le salarié sont tous les deux démunis face à la loi du 5 août 2021. L'employeur suspend, mais il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il réintègre son salarié ou alors est-ce qu'il continue à maintenir le salarié hors de l'entreprise au risque de supporter des conséquences économiques et financières? Puisqu'on le sait, il y a quelques décisions de justice qui sont aujourd'hui tombées et dans lesquelles les employeurs ont été condamnés à réintégrer les salariés et à payer les arriérés de salaire. C'est ça. Donc voilà le risque aujourd'hui pour l'employeur qui doit, il est fragilisé aussi dans son pouvoir de direction de l'entreprise puisqu'il ne sait plus quoi faire. Et c'est-à-dire que l'État s'immisce, le gouvernement s'est immiscé dans une relation qui est normalement assez particulière et assez étroite, puisque le contrat de travail fait naître des obligations à la charge de deux parties. Alors, on applique la loi du 5 août 2021. Oui, c'est une loi qui a été validée dans son intégralité, mais aujourd'hui, lorsqu'on a fini d'appliquer cette loi, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est le Code du travail. Est-ce que le Code du travail permet aujourd'hui à un employeur de suspendre de manière indéterminée? Non. Est-ce que le Code de la santé publique permet aujourd'hui
aux ARS de prendre des décisions, et ensuite on parlera de l'ARS, parce que ça c'est beaucoup plus important encore, de continuer à suspendre des professionnels libéraux. Non. Est-ce que l'État est habilité à s'immiscer dans cette relation de travail? L'État peut s'immiscer dans la relation de travail en légiférant, oui. Mais par contre, le problème qu'on a avec la loi du 5 août 2021, c'est que la loi du 5 août 2021, puisqu'elle n'explique pas forcément, elle n'explique pas du tout, c'est pas forcément comment l'employeur doit faire après la suspension, il convient de se référer aux textes qui sont eux encore en vigueur et qui se sont toujours appliqués en droit du travail. La suspension longue durée n'est pas autorisée par le Code du travail. C'est-à-dire que la suspension doit être limitée. Suspension ne veut pas dire arrêter le contrat. Suspension veut dire rompre le contrat pendant un certain suspendre le contrat pendant un certain temps. Oui. Voilà. Donc là, c'est là tout le problème de la loi du 5 août 2021 qui finalement, parce qu'elle est inachevée, parce qu'elle a été prise à la hâte, crée ce flou juridique, crée ce désordre juridique entre l'employeur et le salarié. Alors, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous voulez reprendre un peu la chronique de avant l'arrivée de cette loi qui a fait tant de dégâts? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette loi? Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette loi? Ça a d'abord été la crise sanitaire qu'on a connue, fin 2019, et qui est arrivée dans nos territoires. La Covid-19 a commencé à se propager en Guadeloupe et en Martinique à compter du mois de février 2020. On a tous été très étonnés par cette maladie qui finalement est une pandémie qui a touché toutes les nations. Et finalement, l'État a décidé de prendre des mesures restrictives, tant au niveau des libertés fondamentales que le droit de circuler, le droit la liberté finalement aussi le choix de se faire vacciner ou pas de se faire vacciner. Voilà un certain nombre de libertés qui ont été heurté par cette loi du 5 août 2021, en fait, qui est venue finalement, parce qu'on le sait, c'est-à-dire que le personnel soignant est en contact des personnes dites vulnérables, et donc la loi du 5 août 2021 a imposé à ces professionnels de santé de devoir se faire vacciner pour continuer à exercer leur activité professionnelle, pour limiter la propagation du virus. Voilà pourquoi la loi du 5 août 2021 a été donc promulguée. C'était dans le dessein de permettre, en tout cas de cibler un certain nombre de professionnels qui sont en contact de personnes, qui pourraient être en contact de personnes dites vulnérables dans le cadre de leur exercice professionnel. Quels sont ces professionnels? Ce sont donc les soignants, les professionnels libéraux, les médecins, les infirmiers et toute cette catégorie de professionnels, et les personnes qui travaillent aussi dans des secteurs privés, les EHPAD, qui peuvent aussi travailler dans les bars, dans les restaurants. Donc on a ciblé un certain nombre de professionnels qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles et salariales, sont en contact des personnes qu'on dit vulnérables. Les personnes dites vulnérables. D'accord, mais ça signifie qu'on a anticipé sur les effets curatifs du vaccin. C'est-à-dire que on demande aux gens de se faire vacciner. Les vaccins sont, on sait, en expérimentation. On n'en aura pas fini avant 2023-2024. Et donc, d'emblée, en amont, on prend des dispositions pour décréter pour décider finalement que on a affaire à un véritable vaccin. Donc, même dans cette façon d'imposer cette injonction et de présumer qu'elle est curative, on est dans quelque chose de très arbitraire, dans une décision qui était très arbitraire. Et je me demande d'ailleurs si ça n'a pas contribué à justement, comment on va dire ça, développer cette forme de résistance chez ceux qui réfléchissent et qui savent qu'ils n'ont pas affaire à un vaccin en réalité. Non? Oui, effectivement, parce qu'il y a un autre aspect au niveau juridique qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se fait vacciner, qui aurait des effets secondaires, ne peut pas se retourner contre le laboratoire. La responsabilité de qui est engagée dans ce cas-là? Puisque les États ont signé des décharges. Et ces décharges-là, en fait, finalement,
voilà, c'est complètement paradoxal. On nous demande on impose le vaccin, sauf que, bien entendu, finalement, on le fait de son plein gré, puisque l'État a signé des décharges avec les laboratoires en disant que si on se fait vacciner, s'il y a des effets secondaires, ben on ne peut se retourner contre personne finalement. Donc la responsabilité ne peut pas être engagée. Donc ne peut pas être engagée. Donc, de l'État, mais de l'individu, oui. De l'État, mais l'individu, en fait, contre qui il va se retourner, il subit les effets secondaires et il peut se retourner finalement contre aucune institution, pas contre le laboratoire, puisque l'État a signé la décharge. Et donc finalement, c'est la première fois que, en tout cas dans le droit positif, ce type de, disons, une responsabilité qui est complètement occultée finalement, parce que vous connaissez tout le monde connaît le vaccin contre l'hépatite B. Ben, lorsque il y a eu des effets secondaires, ben, les individus, on peut engager la responsabilité du laboratoire voilà. Mais là aujourd'hui, on se fait vacciner, on n'a aucune solution de réparation. Donc l'État a anticipé, justement, s'est protégé d'éventuelles responsabilités. Ben, il y a quelque chose quand même de très pensé dans tout ça, non? Il y a quelque chose de pensé, et puis finalement on se dit, mais alors c'est soit on nous donne la liberté de pouvoir se faire vacciner, puisqu'on sait qu'on va peut-être en avant de difficultés, d'effets secondaires. Alors dans ce cas, on laisse à chacun le choix de pouvoir se faire vacciner, ou alors on garantit la possibilité pour les individus qui auraient des effets secondaires de pouvoir engager la responsabilité du laboratoire. Donc aujourd'hui, on parle d'obligation vaccinale pour des professionnels libéraux ou pour des salariés, en fonction des activités qu'ils exercent. Mais en imposant ce type de vaccin, il y a des effets secondaires possibles pour ces professionnels libéraux qui refusent, donc qui sont en résistance finalement. En résistance pourquoi? En résistance parce que aujourd'hui cette loi est oppressive. Cette loi bafoue les libertés fondamentales, la liberté de tout un chacun est bafouée. Dans le cadre de l'application de la loi du 5 août 2021 aux professionnels de santé. Mais l'État a bien instrumentalisé les institutions pour laisser penser que ces personnes qui remettaient en question d'abord la démarche, qui sous-tend même l'émergence de cette loi, et donc a mis en place, au niveau même des institutions qui ne découlent pas directement du monde de la santé. L'État a mis en place des barrages qui font que les gens, les soignants, même la population s'est sentie prise en étau parce que c'était de manière très autoritaire ou autoritariste et arbitraire une imposition d'un vaccin qui émergeait pratiquement de nulle part et qui n'a pas mis le temps qu'il fallait pour être, même le temps de l'expérimentation. Donc ça n'a pas été présenté comme une injonction, mais comme un vaccin. Et pour des gens qui réfléchissent et qui comprennent bien que là, il y a... Voilà, surtout la tradition que nous avons, nous, avec ce genre de procédé. Voilà. Donc, vous expliquez que depuis la fin de l'année 2019 jusqu'au premier quart de l'année 2020, une crise sanitaire est déclenchée et que ça, finalement, de fil en aiguille, des dispositions prises par l'État vont amener à l'adoption d'une loi qui est celle du mois d'août 21. C'est ça? Oui. Du 5 août 21. Alors, vous dites, donc à partir de ce moment-là, les juristes ne sont pas censés être mêlés à cette situation, ou à ce fait. À la situation qui est créée par cela. Mais justement, on a l'impression qu'il y a une interférence entre ce qui est l'État, ce qui est du domaine du légiste, enfin des personnes qui légifèrent, et puis des personnes qui sont chargées de faire respecter le droit. Et donc vous, en tant que juriste, vous êtes mêlé à cette situation qui concerne, à mon avis, le monde de la santé. Et on a beaucoup de mal. Moi, c'était en vous lisant, et puis en sachant aussi ce qui s'était passé chez nous, je me demandais, mais comment est venue cette sorte d'imbrication d'autant d'institutions parce que ces institutions, qu'elles découlent directement du monde de la santé ou non, elles ont été chargées comme un seul homme de
de prendre la population en étau et de la contraindre. Et ce sentiment de contrainte, on l'a tous eu, on a tous ressenti. Donc, à la limite, c'est pas étonnant que les juristes soient mêlés à cette histoire-là, mais comment vous y êtes arrivé? Vous êtes arrivé à vous mêler, j'allais dire, avec des guillemets, à cette situation? La question est très très intéressante parce que finalement, je sais pas si, je pense que tout le monde s'en souvient, le ton était donné par Monsieur Macron. Lorsque on a été confronté à ce nouveau virus complètement étonnant pour tous, il a dit nous sommes en guerre. En guerre, tout à fait. Voilà. Donc le ton était donné. On est en guerre. Donc à partir du moment où on est en guerre, on sait que dans le cas d'urgence, des mesures peuvent être prises pour restreindre les libertés. Ça, je ne vais pas rentrer dans ce type de débat puisque de toutes les façons, c'est effectivement évident. Sauf que, comme vous l'avez dit, je pense que la résistance est arrivée en Guadeloupe et en Martinique. Il est important aussi de reprendre l'aspect historique des choses. Absolument. On sait très bien que nous, dans nos départements, on a été victimes d'un certain nombre de dispositions qui ont été prises et qui ont finalement conduit à avoir une certaine réticence et une certaine peur des décisions qui sont prises au niveau national. On a pendant des années subi la chlordécone qu'on nous a imposée, alors que c'était déjà interdit depuis pas mal de temps au niveau de d'autres régions. Oui, donc il y a toutes ces difficultés et finalement il faut regarder aussi la spécificité des départements et territoires d'outre-mer et prendre justement la mesure de ces spécificités pour essayer de comprendre ce pourquoi ces populations rentrent en résistance. Mais ça n'a jamais été fait. Non, mais ça n'intéresse pas non plus. Ça n'intéresse pas non plus. Ensuite, vous avez parlé effectivement de la séparation des pouvoirs. Parce que c'est ça aujourd'hui. On a effectivement la séparation des pouvoirs, c'est quoi? C'est la séparation de pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif. Aujourd'hui, de plus en plus, on a l'impression que cette séparation des pouvoirs n'est pas respectée par le pouvoir exécutif, qui finalement, dans le cas en tout cas de cette loi du 5 août 2021, de ce matraquage médiatique, finalement, conduit à ce que le pouvoir législatif suive le pouvoir exécutif sans avoir finalement ce détachement. Donc on a l'impression que on ne se sent plus en sécurité. On ne se sent plus en sécurité parce que la guerre, effectivement, ce mot a été lancé par le président de la République qui aujourd'hui, effectivement, pour des raisons, parce que je ne sais pas si on peut être en guerre contre un virus pour qui touche la Terre entière, la planète entière, comment est-ce qu'on peut être en guerre contre un virus? Et puis pourquoi une telle déclaration? Et pourquoi une telle déclaration qui conduit justement à prendre des mesures restrictives? On passe en confinement, on est déconfiné, on a le masque, après le masque, on le retire dans les transports en commun, on ferme les frontières, on l'impose aux enfants. Donc finalement, c'est des mesures qui nous conduisent, moi en tant que juriste, on conduit à me poser des questions, mais bien entendu en réfléchissant sur ce que moi je connais, ce que je sais. Donc je connais le droit, je connais le droit en tout cas, dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, mais je travaille sur l'aspect juridique des choses. Vous décryptez. Et voilà. Et donc, j'ai décrypté cette loi du 5 août 2021 depuis le mois, justement, d'août. Et là, je me suis dit, non, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la loi, mais d'abord, j'ai vu les difficultés au niveau des libertés fondamentales et le droit à l'emploi. Ça, c'est une chose. Mais surtout, j'ai vu que dans le cadre de l'application de la loi, finalement, il y avait des questions à se poser et la loi était incohérente. Incomplète, comme je le dis dans le livre, parce que il y a des zones d'ombre. L'employeur, finalement, parce que moi, c'est ce que je dis, parce que qu'est-ce que l'État a voulu faire? C'est mettre les employeurs contre les salariés. Mais c'est évident. La guerre, elle est là. La guerre est là. C'est une question que je vais vous poser parce que, vous voyez, ce que vous avez relevé là de ma question, c'est pour moi capital. Et il n'y a plus de séparation des pouvoirs et on a un chef d'État qui se comporte en véritable... on a utilisé beaucoup de qualificatifs pour le définir, mais c'est un qui outrepasse son pouvoir exécutif. En tout cas, la sphère de son pouvoir exécutif. Et donc, il n'y a aucun des autres pouvoirs n'ont résisté ou n'a résisté à cette... émission
de l'exécutif dans leur espace, dans leur sphère décisionnaire. Donc là, quand vous dites on est inquiet, on a peur, oui, c'est des personnes qui réfléchissent, se disent mais là, il y a quelque chose qui est assez nouveau qui se passe. Parce que ça, on l'a vu en temps de d'érection de dictature, on l'a vu dans des moments historiques qui ont été des drames, de véritables drames pour les populations. Et probablement, nous, petites populations que nous sommes, ou petits peuples, pour moi plus essentiellement, eh bien, nous sommes peut-être les lanceurs d'alerte pour les grands pays européens qui suivent, on va dire, qui suivent de manière un peu moutonnière des décisions, des déclarations intempestives. Nous sommes en guerre, et puis qui se voient effectivement privés de toute leur liberté, sans penser à se protéger, à protéger ces libertés, puisque c'est ce qui s'est passé. Hein, les Français, les Européens ont été beaucoup plus dociles face à ces lois, non? C'est ça? Beaucoup plus docile, et je pense qu'en fait, c'est ce que... en plus, l'État se sert aujourd'hui des médias, hein, absolument, pour faire un matraquage et une propagande qui finalement sert les intérêts d'un certain nombre de groupuscules. Je ne vais pas les mentionner ici. Effectivement, vous avez dit tout à l'heure, une chose, c'est on est des lanceurs d'alerte. Ben oui. On est des lanceurs d'alerte parce que finalement, la résistance qu'il y a eu, parce que la résistance a été marquée dans tous les territoires d'outre-mer. Absolument. On n'est pas les seuls. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Ces 3 départements et la Nouvelle-Calédonie. Dans le Pacifique aussi, oui. Donc finalement, la résistance est venue de là. Mais il y a des résistants en France aussi, hexagonales. Il y en a. Sauf que, disons que la plupart aujourd'hui des personnes dans ce territoire, sur le territoire national, ont accepté finalement de se faire vacciner pour des intérêts assez ponctuels, pour pouvoir aller au restaurant, aller au travail, exactement. Bon voilà. Oui. Donc ils ont dû, bien entendu, ils ont succombé, disons à cette oppression de l'État. Donc ici, nous, très rapidement, dès le mois de novembre, en tout cas en Guadeloupe, les mouvements sociaux voilà. Et là, on a eu une résistance assez virulente. Inattendue. Des barrages partout. Mais pourquoi? Parce que finalement, dans ces territoires, on a tellement supporté et subi la pression de l'État qui a toujours voulu imposer un certain nombre de règles qui étaient complètement différentes de celles de l'Hexagone et complètement pour nous, disons... je dirais, oui, un traitement inégal. Lorsqu'on applique la chlordécone en Guadeloupe, en Martinique, je veux dire, les conséquences, on les connaissait depuis très longtemps. Lorsque nos produits sont beaucoup plus sucrés que au niveau de la France hexagonale, mais c'est une différence de traitement. Donc cette différence de traitement nous a permis justement d'être des lanceurs d'alerte, parce que nous, on est assez vigilants lorsqu'une décision est prise par le gouvernement. Bien sûr. Et là, c'était quand même à juste titre. Un gouvernement qui a vraiment un appareil d'État vraiment très oppressif et efficace, puisque voilà, il n'y a pas seulement les institutions, il y a l'armée, enfin c'est aussi une institution, mais on a l'impression que nos peuples, que dans nos régions, nous ne trouvons que nos peuples en face de l'État, comme si la tête de ces régions-là était coupée ou bien avait été éliminée d'une manière, enfin comme on sait que la France sait le faire, et du coup il n'y avait que les peuples en face de l'État. Non, ça explique que ça soit les résistances, comme vous les appelez, et c'était vraiment le cas, qu'elles ont pris parfois une ampleur qui a surpris, y compris les bien-pensants de nos régions. Parce que les bien-pensants ont condamné, soi-disant, les jeunes qui faisaient, etc. Et aujourd'hui, beaucoup de gens reviennent sur ces condamnations parce qu'ils comprennent que ces jeunes étaient beaucoup plus clairvoyants qu'eux et qu'ils avaient raison de le faire, puisque le vaccin a montré, entre guillemets, le vaccin a montré ses limites. Et on sait maintenant qu'on peut l'appeler injection. Et on sait maintenant qu'il faut attendre les expérimentations qui vont être menées jusqu'à fin 23 ou 24. Donc, on a vécu la situation à reculons. Tout ce que nos gens
avait senti et vu ne s'impose que maintenant, alors qu'en amont, il y avait une sorte de couverture, de discours et de narratif qui était tout à fait admis par les élus, par les élites et par, on va dire, tout ce que nos sociétés ont de bien-pensance. Oui. Et puis finalement, ce sont les petits voyous de la République qui ont eu raison et qui ont encore raison, puisque aujourd'hui, l'État a fait machine arrière. Voilà. Et je trouve très intéressant ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est le peuple qui a été mis à contribution dans en tout cas dans cette résistance. Oui. Mais et justement, le livre, parce que si on regarde la couverture du livre, j'ai choisi une image. Non, j'ai choisi la liberté guidant le peuple. Oui, parce que finalement, est-ce qu'on peut voir, voilà. Parce que pourquoi ? Parce que finalement, lorsqu'il y a une oppression de l'État, c'est le peuple. C'est le peuple qui se bat pour sa liberté. C'est le peuple. Et là, c'est la Révolution française. Et c'est le peuple qui a obtenu aujourd'hui, qui a permis aujourd'hui que nous, on ait ces libertés. Parce qu'ils se sont battus. Mais j'ai mis le drapeau guadeloupéen. J'aurais pu mettre le Guadeloupe de la Martinique aussi. Parce que aujourd'hui, cette résistance, elle est vraiment marquée dans nos territoires. Oui. Le peuple était en avant, le peuple s'est mis en avant et le peuple a contribué aujourd'hui à ce que, au moins, on ait pu avoir un aménagement. Et attention, parce que je pèse le mot aménagement parce que la loi n'a pas été aménagée sur nos territoires. Elle a juste été repoussée, mais au moins on a pu avoir un certain nombre de particularités qui nous avaient été attribuées. Mais voilà, donc effectivement, c'est le peuple. C'est par le peuple, finalement, que la solution peut venir. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rester dans l'attente, parce que l'État a démontré ses limites, dans le cas d'être État-providence, c'est-à-dire l'État qui est là pour assurer un certain nombre de mesures pour préserver le peuple. Là, aujourd'hui, on a compris réellement que si on veut avoir notre liberté, c'est à nous de la chercher et c'est à nous de l'acquérir. Voilà, donc comme on a une machine redoutable en face de nous, l'État recule pour mieux sauter, puisque vous avez bien insisté sur le mot aménager. Et il faut que les gens qui nous écoutent comprennent ce que ça veut dire. Oui. Ça veut dire que, par exemple, nous, on n'a pas les vaccins obligatoires pour voyager, on a des tests PCR, mais bientôt, on va devoir les payer comme on les paye déjà en France. Donc, on a finalement cette contrainte-là, puisqu'elle n'a pas été levée. Maintenant, donc cette histoire d'aménagement, elle s'accompagne aussi d'une réorganisation des services de police de l'État. Je pense que les gens ont vu passer cette vidéo où l'État centralise donc les services de police qui vont chapeauter donc toutes les régions d'outre-mer et les pays qui sont catalogués de violents etc. C'est donc la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc ces trois petites excroissances coloniales qui sont visées et on fait stationner à la Martinique, l'État, un service du RAID. Le RAID. Oui. Je ne sais pas si nos populations comprennent ce que c'est que le RAID. À quel moment on déploie un tel comment on appelle ça? C'est quoi? C'est c'est un arsenal, oui, pratiquement militaire. Bon, c'est vrai que c'est pas militaire, mais en tout cas, le RAID, c'est quand même intervient dans des cas assez extrêmes de guerre et de situations extrêmes. Donc, il faut que nos gens comprennent que oui, l'État, face à la détermination des peuples, c'est un peu freiné dans sa volonté de réprimer tous azimuts, mais que l'État ne se donne pas pour vaincu dans cette histoire-là, puisqu'il a déjà pris des dispositions pour revenir à la charge et pour freiner justement toute nouvelle résistance. Et parmi ceux qui étaient justement les plus gros lanceurs, il y avait nos trois régions, et ce sont elles qui sont le centre de ce redéploiement de forces, de police, de défense, etc. dans ces régions. Et on est très étonnés parce que ces régions ne représentent pas, en termes de population,
ne représentent pas des effectifs tellement importants. Et on ne comprend pas pourquoi la France déploie autant d'efforts pour justement neutraliser les résistances. Donc il y a un intérêt, ne serait-ce que ça, un enjeu économique, politique, idéologique, stratégique qui est puissant. Donc ça, c'était un aparté, si vous voulez, mais je continuais à voir. Donc pourquoi vous êtes mêlé à ça, vous l'avez expliqué, et votre préfaceur nous dit bien que votre analyse concerne essentiellement l'application des nouvelles règles en Guadeloupe. Ces objections et critiques valent pour l'ensemble du territoire national. Autrement dit, vous réfléchissez aussi pour, en fait, la France dans son ensemble, c'est ça? Donc, oui. En proposant de mener la réflexion juridique sur la vaccination imposée au personnel de santé, Isabelle Faye vient contribuer à un débat qui a été trop souvent passionnel et en apportant méthodologie et rigueur aux analyses et constats. Donc, votre analyse, effectivement, essaye de se cantonner, de se maintenir dans le champ juridique. Oui, pour exactement. Apporter des éléments qui montrent avec beaucoup d'évidence qu'il y a là une contravention à tout ce qu'on connaît du fonctionnement d'un pays dit démocratique qui applique des lois, qui est censé appliquer des lois. Oui. Hein? Voilà. Donc c'est bien ça, vous êtes mêlé à ça, et puis vous avez traité il a relevé le fait qu'il y a un historique sanitaire dans ces régions qui explique la réaction des gens. Oui. Vous avez parlé du rôle de l'ARS, on y viendra tout à l'heure. Vous avez un deuxième témoignage d'un monsieur, Lamine Faye, qui parle des incohérences de cette loi et des risques de son inapplicabilité. Oui. Ça veut dire? Alors, des risques, pourquoi des risques de son inapplicabilité? Parce que finalement, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question de savoir si la loi finalement n'allait pas créer un certain flou juridique et une certaine fragilité juridique dans la relation entre l'employeur et le salarié. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que finalement, cette loi, il y a un risque qui pèse sur l'employeur de par l'application de la loi du 5 août 2021. Et pourquoi? Parce que, comme je le disais, la loi n'étant pas précise sur la méthode à mettre en place après la suspension, elle laisse l'employeur complètement démuni. C'est ça. Complètement démuni. Donc finalement, l'employeur, sur quoi est-ce qu'il doit se reposer pour savoir ce qu'il doit faire après cette suspension, et qui ensuite la loi du 5 août 2021 qui, elle, ne le précise pas, c'est retourner, prendre le code du travail et regarder ce que le code du travail dit dans ce genre de situation. Dit que ce sont les prud'hommes qui vont gérer ce genre de situation. Après, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que ça, ce serait dans le cadre d'un contentieux. Mais il est possible aussi de réfléchir dans le cadre amiable entre l'employeur et le salarié, de mettre en place une négociation et de trouver des solutions. Parce que le contentieux, ça n'a intérêt pour personne, en tout cas pas pour l'employeur, parce qu'il y en a pas mal qui sont en train de se faire condamner, donc ça n'a aucun intérêt que d'aller au contentieux. La chose la plus importante, c'est de pouvoir se servir du levier juridique, enfin en tout cas des textes en vigueur dans le Code du travail, et regarder qu'en fait, l'employeur ne peut pas suspendre de manière indéterminée. On a cette loi du 5 août 2021 qui, en fait, dans le cheminement, s'arrête à la suspension et ne précise pas. Donc c'est à l'employeur aujourd'hui de voir qu'elle n'est pas complète. Donc elle est incomplète. Donc l'application de la loi, trouve des limites. Limites par rapport au fait qu'il n'y a pas de méthode pratique pour l'employeur. Voilà ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que la loi du 5 août 2021, lorsqu'elle a été portée en projet, le Sénat a refusé de mettre en place le licenciement. Là, ça aurait été beaucoup plus simple pour l'employeur. Il suspend, à la suite de la suspension, il peut licencier. Sauf que là, il ne peut pas licencier. Donc, le salarié reste dans cette situation assez inédite, où il est sorti, il est complètement mis en dehors de l'entreprise, pour des raisons qui n'ont pas forcément, en tout cas, d'explication sur le plan juridique et légal. Mais la privation de salaire, c'est une escroquerie juridique, ça, c'est pas possible. Mais parce que pourquoi? La privation de salaire, finalement, l'employeur, quand il suspend, la rémunération n'est pas versée au salarié puisqu'il n'a pas fourni de travail.
Donc, mais effectivement... Mais il y a des situations où le salarié est mis de côté pour des raisons là politiques et puis où il continue quand même à percevoir son salaire. Oui, et en fait, finalement, ce qui se passe dans ces cas de suspension par application de la loi du 5 août 2021, c'est que on a donc la difficulté qui est celle de dire que, en fait, ça crée un préjudice au salarié. Absolument. Il n'a pas de rémunération, il n'a pas de salaire, il n'a pas commis de faute particulière qui pourrait justifier son éviction de la société. La suspension du contrat de travail doit être limitée. Le licenciement n'est pas permis de toutes les façons parce que les arguments que l'employeur pourrait mettre en place ne sont pas valables. Il n'y a pas de faute commise par l'employé, par le salarié. Donc, prononcer un licenciement, c'est prendre le risque qu'il soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Voilà, donc on a tout un certain nombre de règles aujourd'hui qui sont bafouées par la loi du 5 août 2021. Mais ça veut dire qu'il faut réécrire des lois pour compenser toutes les, on va dire, les incongruités qui apparaissent avec cette loi. Est-ce que ceux qui ont pris cette loi de août 21 n'ont pas, peut-être parce que ça s'est fait dans la précipitation, n'ont pas eu le temps de réfléchir, ou est-ce que nous sommes en guerre, il y a une volonté quand même de détruire quelque chose? Moi, je pense qu'il n'y a pas eu le temps de réflexion nécessaire, et je pense qu'il aurait été aussi opportun de solliciter l'ensemble des forces vives et regarder réellement si dans la pratique cette loi aurait pu s'appliquer sans causer de tort et sans causer ce vide juridique, ce flou juridique. Ben non, ça n'a pas été fait. La loi a été donc appliquée. Et autre chose qui est assez important à souligner, c'est que l'employeur finalement, il suspend sans prendre le temps aussi d'analyser la loi et de bien voir s'il a compris l'ensemble des stipulations qui sont présentes dans la loi du 5 août 2021. Parce que la loi du 5 août 2021, finalement, lorsque l'on regarde de manière implicite, n'impose pas ne demande pas à l'employeur de suspendre immédiatement et irrémédiablement le contrat de travail. Il dit à l'employeur, tu vérifies si ton salarié a les justificatifs requis. S'il les a pas, tu le convoques au bout de... trouver un compromis. Au bout de 3 jours, on doit convoquer. Mais est-ce que cette convocation, est-ce que l'employeur respecte ce mécanisme de convoquer le salarié pour voir avec lui s'il est possible d'aménager ses fonctions? Mais non, l'employeur, il suspend. Alors que dans certains cas, il y a des salariés qui peuvent avoir leurs fonctions aménagées. Il y a des salariés qui sont pas en contact de personnes dites vulnérables parce qu'ils travaillent dans le service administratif. Donc, on suspend sans prendre le temps de regarder au cas par cas chaque situation et voir si, dans certains cas, on peut éviter ces suspensions du contrat. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que des règlements de compte se règlent de cette façon-là, que des employeurs se séparent de leur... Il y a autre chose que je voulais une autre question. On a vu dans les régions comme les nôtres, beaucoup d'employeurs sont des métropolitains. Est-ce que on a vu à l'hôpital qu'on a fait venir des personnels d'ailleurs? Est-ce que la tentation pour se sortir de cet imbroglio, est-ce que la tentation, y compris dans certaines institutions, n'est pas de remplacer le personnel local par du personnel qui vient d'ailleurs, puisque la loi laisse ce flou juridique et que l'employeur doit prendre ses précautions et qu'on est dans la grande France, tant qu'à faire, un Français d'ici ou un Français d'ailleurs, ça fait l'affaire, non? Oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a... je sais pas, je sais qu'il y a eu un débat, effectivement, et qu'on a, à un moment donné, pensé qu'il y avait un remplacement du personnel. Je ne sais pas si cette information est officielle. Par contre, ce qu'il y a d'assez surprenant dans l'application de cette loi au personnel soignant, c'est que finalement, les hôpitaux aujourd'hui sont en difficulté. Absolument. Ils n'ont pas assez de personnel. Absolument. Donc les personnes qui sont suspendues, elles le sont alors qu'elles auraient pu travailler, alors qu'elles auraient pu apporter un soutien aux collègues qui sont aujourd'hui complètement surmenés. Et on a donc ces personnels qui travaillent beaucoup plus et qui finalement font des burn-out, sont complètement, disons, psychologiquement parlant, ils ne sont pas forcément dans un état
qui pourrait permettre qu'il puisse exercer correctement. Donc cette loi a créé en fait du désordre. Et je sais qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, le risque qu'on a, c'est de voir que, parce on sait qu'en période d'été, les urgences sont complètement surbookées. Et il y a ce risque que les personnels qui eux sont en exercice soient encore surmenés et qu'il y ait donc des conséquences au niveau de leur état de santé. Au niveau de l'état de santé psychologique de ces soignants. Autre chose, c'est qu'on a eu des notes de service qui sont passées dans certains hôpitaux où on demandait au personnel soignant vacciné positif de venir travailler. Vous l'avez signalé dans le texte. Et donc, on n'en est pas à une incohérence près, puisque la loi n'a fonctionné que comme ça, enfin les dispositions aussi. Mais ce qui est surprenant, c'est que vous êtes juriste, on est dans une situation où vous auriez pu exercer vos compétences, on va dire, dans le monde médical, parce que vous avez été appelé par du personnel soignant, puisque la question du vaccin, entre guillemets, ou même de l'injonction, peu importe, il est question de piquer les gens. Cette question-là, on ne comprend pas pourquoi elle a atterri dans le monde du travail. Et même si c'est parce que les soignants sont d'éventuels ou de potentiels contaminants, on ne comprend pas pourquoi cette dimension du travail, du droit du travail aussi, est si interpellée et pourquoi finalement on oublie presque ce problème de santé pour ne regarder que la question d'un personnel qui veut exercer son métier, qui l'a choisi, qui le crie à tue-tête, qu'ils aiment leur métier, ils veulent l'exercer. On les en empêche. On a prévenu en amont qu'on était en guerre. On observe que la stratégie du chaos est bien utilisée pour mener cette guerre-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a là comme enjeu dans cette... pourquoi le monde du travail? Parce que c'est le monde du travail qui est déstabilisé, parce que là, nous sommes en train de parler des soignants, mais dans toutes les autres institutions et dans les entreprises, on a imposé. J'ai entendu beaucoup de gens dire, oui, j'ai réuni mon personnel, je leur ai dit, on va tous se faire vacciner, comme ça on pourra continuer à travailler. Et ça a été un moyen de chantage puissant qui a vraiment fonctionné dans beaucoup d'entreprises. Donc, il y a quelque chose là, une atteinte au monde du travail. Oui, et quand on sait aussi que l'employeur a déjà quand même pas mal de pouvoir sur son salarié, absolument. Donc on sait que ça, c'est des dérives. C'est-à-dire permettre à l'employeur aujourd'hui d'imposer une obligation vaccinale à son personnel, c'est de tomber dans le risque finalement que l'employeur puisse profiter de son pouvoir de direction pour finalement diminuer les libertés liberté en tout cas, la possibilité pour le salarié de pouvoir agir librement. Donc oui, ça c'est des dérives, c'est des dérives de la loi du 5 août 2021 et finalement, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que on a une relation qui est quand même, une relation contractuelle. Bien sûr. Ça concerne deux parties, l'employeur et le salarié. Donc cette relation contractuelle ne peut être définie, en tout cas au niveau de cette relation, que vis-à-vis de ces deux protagonistes. Alors qu'aujourd'hui, on a une loi qui s'immisce dans cette relation contractuelle et qui ne prend pas en compte finalement les réalités sur le terrain, qui ne prennent pas en compte aussi les réalités présentes dans notre code du travail, qui est quand même en vigueur, sauf que si il a été toutes les dispositions ont été annulées, ce que je ne pense pas, en tout cas pas pour le moment. Donc finalement, la loi du 5 août 2021 peut être contestée et les arguments à mettre en place sont d'ordre juridique parce que finalement on a eu des résistances par les mouvements sociaux, mais il faut aussi aujourd'hui que le salarié puisse face à la décision de son employeur, puisque l'État n'a rien à voir dedans, écrire officiellement à l'employeur en disant, écoutez, monsieur, ça fait 8 mois ou 7 ou 8 mois que je suis suspendu. Aujourd'hui, je souhaiterais reprendre mon activité professionnelle et ensuite détailler ce pourquoi le salarié considère
qu'il y a une faute de l'employeur, parce qu'il y a une faute. Et pourquoi dans certains cas, encore... la faute, elle est évidente. Et pourquoi ils n'ont pas encore gagné ce combat-là? Je pense Qu'est-ce qui s'oppose à la reconnaissance qu'il y a un vice de forme dans cette loi et qu'elle déroge justement aux droits des deux parties qui sont impliquées, et comment une troisième partie ou d'autres parties s'immiscent dans cette relation, parce qu'il n'y a pas que l'État, il y a un tas d'intrusions là dans cette relation-là. Oui. En fait, je pense que le combat, j'aime pas ce terme, mais bon, je vais l'employer. Le combat qu'on a mené a été de pointer du doigt le gouvernement et l'État. Donc finalement, on s'est trompé en fait de cible, parce que la cible, c'est ce que je suis en train de dire, c'est pas l'État, c'est pas le gouvernement, c'est l'employeur. Il faut mettre aujourd'hui l'employeur face à ses responsabilités. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a pointé l'État et le gouvernement. Mais l'État l'a voulu aussi. Non, l'État l'a voulu, mais sauf que en fragilisant l'employeur. C'est ça. Oui. Mais sauf qu'en fait, en s'adressant à l'État, on résout pas le problème. Parce que moi, si j'ai un problème avec mon co-contractant, ben je m'adresse à mon co-contractant. Je m'adresse pas au tiers qui essaye de s'immiscer dans ma relation. Puisque de toutes les façons, le tiers n'a aucune relation avec moi et que l'obligation réciproque, elle concerne les deux parties. Donc aujourd'hui, je pense que le salarié a tout intérêt à s'adresser directement à l'employeur avec qui il a signé le contrat, et qui aujourd'hui contrevient un certain nombre de dispositions qui, elles, sont en vigueur. Et c'est faire prendre conscience à l'employeur que finalement, il est en train de prendre un risque. Parce qu'on a de la jurisprudence aujourd'hui. On a des décisions de justice qui, effectivement, précisent... Il y en a qui ont abouti, vous avez dit. Il y en a qui ont abouti. Oui. Il y en a qui ont aujourd'hui encore... Enfin, il y a quelques semaines de cela, on a eu une décision qui a condamné encore un employeur à réintégrer, à payer l'intégralité des salaires qui n'avaient pas été versés, soit plus de 13 000 euros. 13 000 euros de salaire. Donc voilà, donc finalement, il faut négocier avec son employeur. Ensuite, je peux vous dire qu'en tout cas sur la Guadeloupe, il y a pas mal de salariés qui ne souhaitent plus poursuivre leurs activités. Et qui ont préféré faire une rupture conventionnelle, bénéficier des indemnités de départ et ensuite faire une reconversion. Mais on ne peut pas demander aujourd'hui à un professionnel de santé ou à des salariés de faire des reconversions professionnelles sans les accompagner financièrement. Ça n'a aucun sens. Et c'est ce que l'ARS avait commencé à faire en précisant qu'il y avait des plateformes qui permettaient de prévoir une reconversion professionnelle, mais sans accompagner le personnel soignant. C'est toujours débrouillez-vous. Voilà. Mais à la limite, subir les conséquences d'une situation de laquelle on n'est pas à l'origine, et puis de voir quand on va prendre une décision pour exercer son libre arbitre, se retrouver complètement déplumé, sans moyen de se retourner. Et bon, donc, à mon avis, ça c'est l'un des aspects de cette guerre incroyable qui est menée. Mais tout ça va mener donc à la grande crise de novembre. Tout ça va mener à la grande crise de novembre. Voilà. Donc, la grande crise de novembre 2021, je pense que ça avait commencé avec la Guadeloupe, ensuite la Martinique a suivi juste après. En Guyane, je crois. En Guyane aussi. Ah, en Guyane. Je crois que c'est la Guyane d'abord, effectivement. 2009, comme 2009, c'est ça. C'est d'abord la Guyane et ensuite la Guadeloupe et la Martinique. En tout cas, on a tous été résistants. Moi, je sais qu'en Guadeloupe, ça a été assez difficile. On n'a pas pu se déplacer parce que tout était bloqué. Qu'est-ce que l'État a proposé face à ces révoltes, c'est d'envoyer des forces armées, des forces militaires et policières supplémentaires pour réprimer. Voilà, c'était ça la réponse de l'État. Le ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, est venu, mais assez rapidement, dans nos territoires. Comme d'habitude. Il n'a pas pris le temps de... Alors, en Martinique, il est resté un peu plus longtemps, mais en Guadeloupe, il est resté 24 heures, je crois. Oui, bon. Voilà, donc effectivement, ça menait donc à toutes ces révoltes qu'on a connues au mois de novembre 2021. Et je pense qu'à ce moment-là, la population a pris conscience de ce que réellement l'État avait, en tout cas, la mission c'était une loi qui était là pour finalement opprimer et surtout pour limiter les gens dans leur possibilité d'agir et la liberté de conscience, la liberté de choix. Voilà. Mais ces comportements-là incompréhensibles de l'État ont laissé fleurir ce qu'il appelle les thèses complotistes, parce que finalement
il y a des incompréhensions, des choses des explications simples qu'on aurait pu donner, qui n'ont pas été données et qui ont fait que cette campagne de vaccination forcée, avec des guillemets, est apparue suspecte aussi, je pense. Suspecte. Mais oui. Et ça a fait que les gens se sont encore plus ont renforcé leur posture de résistance parce qu'ils ont eu l'impression qu'on leur cachait des choses, qu'on voulait leur inoculer aussi des substances, qui n'étaient pas forcément, dont l'objectif n'était pas forcément de soigner, enfin d'être curatif en tout cas. Mais c'est très curieux ces interrogations parce que finalement, une situation qui tombe sur nos petits peuples comme ça, nous avons une série de comportements, de postures, alors du côté du pouvoir, mais aussi du côté du peuple et de ceux qui sont capables de décrypter ces situations. Et ça a donné quelque chose, peut-être qu'en jurisprudence ça marcherait, mais c'est assez étonnant, même sociologiquement, à analyser pour moi, tous ces mélanges, toute cette société qui s'effondre, qui s'écroule, et puis ce pouvoir répressif qui est mis en place. Vous avez dit que la France a répondu par la répression, mais en renforçant son appareil militaire et de police, etc., dans nos régions d'outre-mer. C'est ça, la réponse, elle est encore plus structurée, elle est encore plus on va dire, démonstrativement dans la volonté de dire c'est moi le maître. Et le maître comment? Le maître qui utilise un appareil militaire, parce que le raid, etc., ce sont des appareils militaires. Oui, et il y a une inégalité de traitement. Lorsqu'on regarde en Corse, il y a pas très longtemps, on a vu qu'en Corse, il y a une révolte aussi. Mais quand il y a eu le colonna. Voilà. Non, dernièrement, en Corse, ils se sont révoltés, mais Sébastien Lecornu était encore en fonction. Mais la solution qui a été apportée au peuple corse n'est pas celle qui nous a été apportée à nous. Donc on peut se poser la question de cette inégalité de traitement qu'il y a au niveau des régions. Bon, on ne se la pose plus, on a bien compris. Oui. La question, c'est pourquoi nous restons attachés à une puissance qui nous a complètement assujettis. Parce qu'aujourd'hui, même quand on réfléchit au cas des jeunes ou des enseignants qui passent leur concours ici, qui pourraient travailler dans leur pays et qui sont envoyés en France, eh bien, c'est d'une grande violence parce que à côté de ça, ceux de France sont envoyés ici. Culturellement, ça bousille nos enfants et c'est dans une posture si peu charitable qu'on a le sentiment qu'il y a de la méchanceté dans ces décisions. Et comme, à la limite, on dirait, on ne veut plus de l'école de la République, mais on n'a rien à mettre à la place. Et quand vous dites que vous voulez faire une école comme en Guadeloupe, eh bien, on vous dit que c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Ça veut dire qu'on a le sentiment d'être fait comme des rats, en fait. On n'a plus aucun interstice pour se faufiler et dire qu'on va respirer. Là, on est vraiment purgé, écrasé. Je ne sais pas si c'est difficile pour les nôtres de se représenter cette situation. Moi, en tant que sociologue, je la sens avec une force, une violence qui est absolument étourdissante. Oui. Non, mais effectivement, et je pense que la liberté de conscience n'est plus là. C'est-à-dire que chacun doit... C'est une liberté collective, une conscience collective. Tout le monde doit forcément avoir la même opinion. Non, moi je pense que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est chacun a la possibilité de considérer qu'une situation lui est défavorable et pouvoir, en tout cas sur le plan juridique, défendre ses intérêts et défendre ses droits. Et là, c'est là la question, elle est là, parce que les droits des individus ont été bafoués avec l'application de cette loi du 5 août 2021. Donc, il convient dans ce genre de situation que chacun puisse défendre ses intérêts personnels. Et ces intérêts personnels, là, les intérêts personnels des individus sont touchés parce qu'on prive toute une famille, en tout cas dans certains cas, de ressources financières. Absolument. Parce que parfois, les personnes suspendues, c'est
un des parents qui travaille, donc qui rapporte le nécessaire vital à la maison. Et aujourd'hui, ces personnes sont suspendues, sans possibilité donc de poursuivre une activité professionnelle. Payer les études de leurs enfants. Il y en a pas mal qui ne peuvent plus subvenir aux besoins de leurs enfants. Il y en a qui ont été obligés finalement de baisser les bras et d'être, disons, laissés au banc de la société. Donc il y a toutes ces difficultés autour de l'application de cette loi et qui ne sont pas assez relevées et qui ne sont pas assez dénoncées. Oui. Bon, on a entendu des parents dire que ce sont leurs enfants qui les nourrissent désormais, parce que voilà, ils n'ont pas de rentrée d'argent, etc. Donc vous avez aussi une préface de Monsieur Danik Zandronis. Je crois que donc il vous a reçu. Vous avez fait pendant un certain temps une série de chroniques avec lui sur ZCL News de Canal TV10 de TV Canal 10 en Guadeloupe. Oui. Voilà, et donc il vous donc préface aussi votre ouvrage, mais il écrit en exergue: la résistance à l'oppression est un droit naturel. Pour vous qui êtes juriste, ça vous parle? Oui, je pense que effectivement le droit naturel, c'est la liberté. C'est la liberté, et on le dit, c'est-à-dire que ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc oui, c'est un droit naturel. Le droit naturel, c'est le droit aussi de pouvoir contester une décision qui nous est appliquée. Donc oui, donc ça me parle, et je pense que aujourd'hui on a besoin de se sentir en sécurité face à l'exercice de ces libertés, et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'en fait, l'État s'est servi d'une crise sanitaire pour nous imposer des règles qui sont complètement absurdes, parce qu'elles sont absurdes. Et l'État n'a même pas su, au niveau de la gestion de cette crise, les mesures qu'il fallait prendre. Parce que tantôt, on nous disait qu'il fallait laver au tout début, je me souviens qu'on nous disait qu'il fallait laver toutes les courses, il fallait pas, il y avait des mesures qui devaient être prises. On a abandonné ces mesures, on en a appliqué d'autres. Voilà, c'est-à-dire qu'on a été comme ça, matraqués pendant des mois, confinés, déconfinés, et sans qu'on ait finalement de résumé de tout ça. Est-ce que les mesures qui ont été prises ont permis finalement qu'on sorte concrètement de cette crise sanitaire? On ne sait pas. La CNIL a interpellé l'État à plusieurs reprises en demandant à l'État de préciser si les mesures qui étaient prises par application de la loi du 5 août 2021 permettaient de limiter la propagation du virus. L'État n'a jamais répondu à ces questions. Oui, l'État. Mais finalement, est-ce que nous sommes sur l'axe de nos interrogations? Nous sommes sur un axe où l'État, etc., nous l'interrogeons. Mais est-ce que ça ne se passe pas ailleurs, en fait? Est-ce que dans cette volonté, dans cette posture guerrière et absolument un peu totalitaire, où on nous a déclaré que nous sommes en guerre, est-ce que finalement là où nous regardons, c'est le bon endroit? Parce que dans les stratégies de guerre, là on est dans une stratégie militaro, etc. C'est la loi du chaos qui règne, qui est privilégiée, et j'ai le sentiment, quand vous dites l'État ne sait même pas, n'a même pas prévu, je ne crois pas qu'un État aussi, dans sa façon de fonctionner, parfois machiavélique, ne sache pas anticiper. Moi, j'ai le sentiment que les choses se passent ailleurs, et que nous, en restant cantonnés, en interrogeant le doigt, ce qui nous permet de tenir, de dire, bon, on vit en société, dans une démocratie, et on nous a habitués à l'idée qu'il faut nous appuyer sur le doigt pour justement ajuster nos conduites, comprendre nos limites, comprendre que nos libertés s'arrêtent là où celles des autres, etc., etc. Et puis tout d'un coup, on a le sentiment que on n'est plus tout à fait dans ce genre de problématique. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et cette autre chose-là, moi, je crains que nous ne sachions pas le définir ou la définir, et comprendre qu'en fait, on nous entraîne sur un terrain, mais c'est pas là que les choses se passent. Il y a une stratégie du chaos qui est mise en place et qui est fonctionnelle. Et en
en éclatant toutes les institutions, en éclaboussant tous les pouvoirs, justement, ça c'est du chaos. Et justement, l'État récupère complètement ces espaces décisionnaires où il ne pouvait pas pénétrer, en tout cas où il y avait un risque de contestation ou d'interrogation de ces décisions. Or, c'est ça qu'on a explosé. Il y a à se demander, est-ce que la voie juridique ou ce que nous, peuple interrogeant en disant que nous avons des droits, est-ce que c'est ça qu'il faut interroger? Finalement, on se pose la question. Donc, pour cette histoire du chaos, je trouve que ça nous laisse quand même un peu... Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, indéniablement, il y a un effondrement des sociétés classiques qu'on connaît, c'est-à-dire s'appuyer sur les droits, comme vous avez dit, pour essayer de défendre des intérêts. C'est vrai qu'il est difficile de pouvoir avoir confiance, finalement, à toutes ces institutions. Parce que nécessairement, enfin, en tout cas, indéniablement, aujourd'hui, les droits ont été bafoués. Les droits ont été bafoués, donc on ne peut pas se reposer sur ces droits pour demander, enfin, ces libertés fondamentales pour demander à ce qu'elles soient respectées. Oui. Par contre, là, je pense que la loi peut essayer d'apporter la solution finale. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que moi, j'aurais pu développer dans mon livre tout l'aspect lié aux libertés fondamentales, mais j'ai compris très tôt, lorsque le Conseil constitutionnel a validé la loi du 5 août 2021, qu'il n'était pas opportun et nécessaire d'aller sur ce terrain-là. Pour moi, c'était pas nécessaire. Donc, je me suis donc axée essentiellement sur la relation contractuelle, le contrat de travail. Et comme ça, à ce moment-là, on s'appuie sur son droit personnel individuel pour demander à ce qu'il soit réparé. Et ce qui permet aujourd'hui au Conseil de prud'homme d'appliquer, donc, enfin, en tout cas, de prendre des décisions dans lesquelles il considère que l'employeur, effectivement, a commis une faute et condamné l'employeur. Et permettre ainsi aux salariés de reprendre son activité salariale et d'être indemnisé du préjudice qu'il a subi. Donc, effectivement, les libertés fondamentales, ce volet-là, je pense qu'il est pratiquement fermé puisqu'on a le Conseil constitutionnel qui a validé. La seule chose qu'on peut faire, c'est peut-être saisir la Cour européenne de justice. Et encore, il y a tout un mécanisme et les procédures sont longues, très longues. Donc finalement, ce qu'on a réussi, c'est le démantèlement d'une société qui pourrait agir et fonctionner collectivement et qui voit ses membres obligés de se replier sur soi-même, sur les individus qu'ils sont en particulier, et non sur le collectif, sur la société, sur le social, sur tout ce qui fait qu'une société existe. Oui. Donc ce démantèlement-là, il a bien eu lieu. Si vous dites que, parce que M. Zandronis dit que vous apportez des solutions, hein? Vous allez plus loin en proposant des solutions. Donc la solution, c'est de se redéployer dans un espace qui est complètement individuel. Exactement. Et on va dans quoi alors? On va dans Elle est où la société? C'est vrai. Bon, la société, de toutes les façons, les sociétés sont en train de s'effondrer. Hein. Je sais bien, mais est-ce que nos gens sont conscients de cet enjeu-là? Non, l'enjeu il est vraiment présent. C'est-à-dire que je pense que la crise de 2019 a permis aujourd'hui d'affirmer que nos sociétés, les sociétés actuelles, elles sont en train de s'effondrer et qu'on va elles s'effondrent ou on les effondre? On les effondre. Je pense que c'est peut-être provoqué et voulu, donc on les effondre, mais ce qui permet aujourd'hui de savoir qu'on a tout intérêt aussi à c'est pas de l'individualisme, hein, mais c'est de trouver des solutions directes. Sans avoir à attendre une solution qui pourrait venir d'un État-providence qui n'existe plus. Qui n'existe plus. On est dans une société capitaliste et libérale, même si désormais néolibérale. Voilà, néolibérale. Donc aujourd'hui, on peut pas s'appuyer sur ces institutions pour obtenir des réponses sur des questions qui sont finalement privées. La question de liberté, elle est privée. Hein. La liberté c'est une question qui me concerne moi personnellement en tant qu'individu et chacun qui peut moi ma liberté je la définis comme je considère en tout cas que une liberté m'est donnée, mais pas m'est donnée, mais je la prends en fait la liberté, je suis en train de l'acquérir. Donc oui, pour moi aujourd'hui on peut plus parler
d'État-providence et donc de société, mais on peut parler effectivement de petits groupuscules de personnes qui aujourd'hui prennent conscience que les choses changent, les choses ont évolué. Les choses ont évolué, mais dans le sens où justement la machine qui est lancée contre les peuples a réussi son pari, oui. C'est-à-dire d'atomiser, d'exploser la société, de faire que chacun ne regarde que ses petits intérêts propres, et que même au niveau des syndicats, on a vu toutes les luttes qui sont menées pour les écraser, pour tous ceux qui osent prendre la défense de collectifs sont quand même pilonnés. Donc il y a une volonté d'exploser la société, le collectif, un corps qui pourrait s'opposer à un autre camp qui, lui, est doté de tous les pouvoirs. C'est une machine. L'État, c'est une machine. Et les services qui étaient censés servir, protéger le peuple, je me rappelle en sociologie, on nous disait, oui, voilà, on demande aux citoyens de déléguer son pouvoir de violence à l'État, parce que c'est l'État qui va rester en justice pour lui, établir, etc., et le protéger. Eh bien aujourd'hui, non seulement l'État s'est emparé de ce pouvoir-là, mais en plus, le citoyen en tant que tel, il est interdit de toute forme d'action. On le réduit à sa portion congrue. C'est-à-dire c'est moi, en face d'un État qui est un appareil redoutable et qui a tous les moyens de faire ployer les gens qui s'opposent à lui. Oui. Donc quand on touche au droit du travail, c'est pour ça que moi, ce mélange-là, et quand vous parlez, donc tout le reste du livre, c'est une interrogation de cette relation contractuelle entre le salarié et l'employeur. C'est-à-dire le fait que ça a ramené, et la solution serait de réduire, de sortir l'individu de l'espace social, la ramener à quelque chose de contractuel, donc de plus individuel, personnalisé, et du traitement au cas par cas, comme vous l'aviez dit au début. Hein? Oui. Donc cette espèce de confusion, cette sorte de confusion qui est créée tout d'un coup dans la société et qui fait qu'on cherche ses marques, ses repères, et que chacun comprend qu'il faut sauver sa peau, c'est une guerre qui a réussi. Finalement, oui, c'est une guerre qui a réussi. Le travail. Je pense qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a l'État qui a voulu imposer sa façon de voir à tout un peuple, enfin, en tout cas à la population. Et il y a des personnes qui ont résisté à cela. Et en Europe, si on regarde plus largement. Il y a des personnes qui ont résisté, qui ont dit non, l'État ne peut pas se permettre aujourd'hui de venir s'immiscer dans des relations qui sont assez étroites, mais aussi à nous imposer un certain nombre de mesures qui finalement vont amoindrir les libertés qu'on a. Parce que c'est ça en fait, l'État, en appliquant ces règles, essaye finalement de contrôler le peuple. Oui. De contrôler le peuple. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus important, c'est de savoir que, collectivement, il y a eu des actions qui ont été menées, ça c'est sûr, en Guadeloupe et en Martinique, parce que les syndicats... Mais c'est ce qui dérange. C'est ce qui dérange. Oui. Les syndicats se sont aussi mis en avant, impliqués dans ces dossiers. Et finalement, c'est ce que je dis, même si on le fait de manière collective, la relation contractuelle ne concerne que ces deux protagonistes. Mais oui, c'est pour donc ça. on arrivera finalement, la solution à la trouver que en regardant comment est-ce qu'on peut de cette relation trouver un terrain d'entente entre le salarié et son employeur. Mais c'est ce que vous dites, c'est ce qui reste comme solution. C'est la seule solution qui reste. C'est-à-dire malgré le travail des syndicats, du collectif, etc., face à ce déferlement qui est répressif quand même, parce que Monsieur Zandronis parlait de politique vaccinale répressive. Qu'est-ce qu'il reste aux citoyens? En plus, vous êtes dans des sociétés occidentalisées, capitalistes, néolibérales, etc.,
qui ont fait tout reposer sur le monde du travail, sur le travail. C'est l'activité principale dans le monde, dans des sociétés dites développées, civilisées, etc. Ce qui n'est pas le cas dans les sociétés premières, vous savez. Dans les autres sociétés, on ne vit pas pour travailler, mais on travaille pour vivre. En Europe, en Occident, avec le modèle capitaliste qu'ils ont mis en place, on vit pour travailler. Et donc, quand vous démantelez la sphère du travail, qu'est-ce que vous laissez aux gens? Puisque c'est vous qui l'avez voulu pour instaurer ce système capitaliste. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent quand vous les privez d'une organisation même? Puisque la vie, les études des enfants, le ci, le ça, tout ce qu'il faut payer, les impôts, les dettes qu'on vous oblige à faire d'ailleurs. Eh bien, quand vous n'avez plus les moyens de faire ça, vous faites quoi? Vous explosez comme ça? Non, mais je veux dire, ce qui est en train de se passer là a de telles répercussions à tous les niveaux. C'est civilisationnel. Je veux dire, c'est un modèle de société qu'on a institué. Parce que les Occidentaux, les Européens en avaient décidé ainsi, en mettant des gens en esclavage et en nous faisant travailler 8 heures par jour, nous privant de nos enfants, de nos familles pendant 8 heures par jour, en bouffant des embouteillages pendant 2-3 heures pour rentrer chez nous. Donc notre vie est au service de ces institutions, ce modèle de société. Puis d'un coup, vous cassez le monde du travail, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même si vous dites aux gens que c'est une relation contractuelle, est-ce que nous, justement là où on nous emmène, est-ce que nous n'avons pas à réfléchir plus largement sur ce qui est en train d'arriver? Non, il faut réfléchir plus largement. On peut pas s'arrêter à retrouver son activité professionnelle et être indemnisé. Ça, c'est vraiment, c'est là déjà, c'est individuellement, c'est ce que je souhaite pour chacun des personnes suspendues aujourd'hui. Mais il est essentiel effectivement de réfléchir concrètement parce que je pense qu'aujourd'hui ce dont vous parlez, le système disons moderne et des États occidentaux, finalement il est en train de démontrer qu'il y a largement autre chose à voir, autre chose à réfléchir à autre chose, parce que effectivement on s'est toujours basé sur le gain, l'argent, la recherche de l'argent et du gain, et donc travailler pour pouvoir pour avoir un certain nombre d'aisance financière. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte, au bout de 8 mois de suspension, qu'on pouvait effectivement se faire autrement. Absolument. Faire autrement, et donc trouver des solutions. Mais il y a quand même, je pense qu'on est quand même dans un état de droit et qu'il y a des règles qui continuent à s'appliquer. Et que ces personnes suspendues ne peuvent pas continuer à l'être, et si elles le sont, mais au moins qu'on trouve des solutions. Et soit une rupture conventionnelle, soit la réintégration en essayant de trouver des solutions pour ne pas qu'elles soient en contact des personnes dites vulnérables, parce qu'il y a des personnes vaccinées, il y a du personnel soignant vacciné. Donc on peut trouver un roulement, c'est possible, entre les vaccinés et les non vaccinés. Je veux dire, c'est juste une question de volonté, en fait, de l'employeur. Cette histoire de personnes vulnérables, ça ressemble aussi à un prétexte. Parce qu'il n'y en a pas autant que ça, même s'il y en a, je veux dire, il y a un tas d'autres moyens d'utiliser ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui le sont. Bien mais sûr. Vous l'expliquez aussi dans votre ouvrage. Bien Alors, sûr. Donc votre ouvrage comporte, je n'ai pas compté le nombre de chapitres, mais vous avez donc une loi au chapitre 1, une loi étonnante et évolutive pour les salariés. Disons que, chers téléspectateurs, moi je ne vais pas vous donner tout le contenu de l'ouvrage, il faudra que vous le procuriez, que vous le lisiez, puisque c'est vrai, au-delà des questions d'éthique et d'orientation, de modèle de société que je pose, je le fais là en tant que sociologue, mais c'est pour continuer à interroger les positions de Madame Faye, qui ne sont pas forcément traitées dans son texte, mais elle vous apporte des réponses
Donc c'est bien de lire le texte et puis de regarder l'émission, puisque c'est complémentaire en fait. Il y a des questions, elle est juriste, donc elle traite la question essentiellement de manière juridique. Moi, je suis sociologue et je vois la complémentarité de nos deux approches. Donc je ne vous livre pas tout ce qu'il y a là-dedans. C'est très important à lire parce qu'il y a énormément sur le plan juridique de conseils, de démarches à faire. Une loi, par exemple, au chapitre 1, pour les salariés. Donc, vous dites que c'est une loi évolutive, hein, et que moi, j'avais noté la loi du 5 août 21 met l'employeur dans une situation délicate en ce qu'il n'a pas le cadre légal pour décider et justifier avec assurance un licenciement en lien avec cette loi. Donc, vous avez expliqué que, en fait, les personnes les plus fragilisées sont les employeurs face à cette loi, mais celles qui sont les plus démunies sont quand même les salariés, les employés. Donc on a bien toutes vos explications sur ce que les personnes peuvent faire en termes pas de revendication, mais de recours. Voilà, merci. Oui. Et donc vous avez, donc ça c'est pour le chapitre 1, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent aussi alimenter vos réflexions, hein, chers téléspectateurs. Et puis vous avez la suspension longue durée du contrat de travail. Vous aviez avant, c'était ça, oui. Et puis la perspective d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors là, c'est plus problématique. Oui, hein, c'est beaucoup plus problématique pour l'employeur. Voilà. Pour l'employeur, parce que en fait, il y a eu le choix pour certains employeurs de licencier. Ils ont tenté de licencier, sauf que très rapidement ils se sont rétractés, ils ont décidé de ne pas appliquer ces licenciements. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte finalement que ces licenciements n'allaient pas dans le sens de ce qu'on a de la loi, de ce que la loi définit comme un licenciement légal, parce que le licenciement, sur quoi il reposerait finalement ? Oui. Mais pourquoi licencier un salarié parce qu'il refuse de se faire vacciner ? Et puis parce qu'on n'est pas en faute professionnelle. Il n'y a pas de faute professionnelle qui est prouvée par l'employeur. Et sur quoi est-ce qu'il se fonderait pour licencier un salarié parce qu'il a refusé donc de se faire vacciner et parce que la loi du 5 août 2021 lui applique cette obligation vaccinale. Le Sénat a refusé donc le licenciement, a refusé d'appliquer ce licenciement, donc l'employeur ne peut pas licencier. Parce qu'il n'y a pas d'insubordination du salarié. Non, mais vous dites aussi que la jurisprudence est intervenue afin d'éclaircir ce qu'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire que même si l'employeur était tenté d'utiliser cet artifice-là, il est prévenu. Non, il est prévenu. C'est à ses risques et périls. Exactement, parce que finalement, on licencie, mais il faut que le licenciement soit donc valable. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit reposer sur des critères objectifs. On ne licencie pas pour licencier, on licencie parce que le salarié a fait preuve, a commis une faute, qu'elle soit disciplinaire ou pas, mais il a commis une faute. Un licenciement économique, dans ce cas-là, c'est impossible ? C'est impossible, parce que pour le licenciement économique, il y a des critères, bien entendu, qui sont pris en compte. Voilà. L'entreprise doit souffrir d'une situation financière qui empêche que la poursuite de l'activité soit possible. Et puis aujourd'hui, pour le licenciement économique, on a des critères qui sont quand même bien définis dans le Code du travail. Donc non, le licenciement économique, dans ce cas-là non plus, n'est pas, en tout cas, s'il n'est pas prouvé, ne peut être appliqué. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que on a une relation contractuelle qui n'a pas de définition légale. On ne sait pas, est-ce que c'est une suspension, est-ce que c'est l'arrêt du contrat de travail ? On ne comprend pas. En tout cas, l'employeur ne comprend pas. Donc il est important aujourd'hui que des juristes permettent aussi à l'employeur, aux salariés d'être, puissent comprendre réellement ce qu'il leur reste à faire finalement. Oui. Mais vous dites... Parce que l'État n'a pas fait son travail jusqu'au bout. L'État n'a pas fait, mais si l'intention, c'est de créer une forme de désordre social et un chaos, on voit bien qu'il y a des partis qui s'observent. Oui.
et voilà, qui attendent le feu vert de l'État éventuellement, qui attendent que ça vienne, que les décisions viennent plutôt du pouvoir législatif. Et ce flou qui est maintenu, donc on est menacé parce que l'épidémie repart, menacé de retourner au masque, et on a entendu en bruit de fond qu'il y a des millions de doses qui ont été commandées. On veut même en faire pour l'Afrique, comme si l'Afrique n'est pas assez majeure pour décider si elle veut ou non des doses. On décide pour elle qu'il faudra des millions et on va les faire fabriquer en Afrique du Sud. Quand on sait ce qui s'est passé en Afrique du Sud pour les Noirs, j'espère qu'ils auront le réflexe de se protéger de ces vaccins. Mais enfin, vous voyez, il y a cette situation de flou qui est créée n'est pas seulement un flou juridique. Sur le plan social, les gens ne savent plus quoi faire, où aller, comment se diriger. Et donc, on reste sur ces positions, les salariés aussi, parce qu'ils disent qu'ils sont dans leur bon droit. Bien sûr. Donc, ils ne voient pas pourquoi ils vont remettre leur tablier. Et ils attendent donc. Et cette obstination crée chez les décideurs un sentiment d'exaspération. Et bon, vous avez cité 2 lettres de personnes, oui, de personnalités qui ont demandé au pouvoir de lever un peu le pied, oui, mais bon, on n'a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de résultat. Et en fait, vous avez dit, il y a une phrase qui m'a interpellée, c'est que les salariés aujourd'hui, finalement, ce qui se passe, c'est que il va falloir que eux puissent, parce qu'ils n'ont pas commis de faute, c'est ce que vous disiez. Oui. Effectivement, ils n'ont pas commis d'erreur particulière qui pourrait apporter, donc étayer l'argument selon lequel ils sont évincés, ils doivent être évincés de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que eux sont pas en faute. Oui. Mais l'employeur est en faute. C'est ça. Dans certains cas, oui, et pour la plupart des cas, on peut apporter la preuve de la faute de l'employeur. Donc, finalement, le salarié, c'est ce que je disais, la personne qui est fragilisée dans cette situation créée par la loi du 5 août 2021, oui, c'est enfin, sur le plan légal. Sur le plan légal. Oui, mais c'est l'employeur. Oui. Et finalement, le salarié, lui, il a les conséquences financières de tout ça. Oui, mais c'est subtil, parce que c'est parce que l'État a imposé cette obligation vaccinale que l'employeur se trouve en difficulté et que le salarié se trouve expulsé de son cadre de travail. Oui. Donc c'est subtil parce qu'il y a cette sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur la tête, y compris des employeurs, parce qu'ils sont censés ne pas employer des gens qui ne sont pas vaccinés. Oui. Et prochainement, je crois que cette pression-là va augmenter. Donc c'est compliqué. C'est ça, cette situation-là, que juridiquement, on ne sait pas bien comment elle va se dénouer. Parce que ceux qui ont la solution, c'est l'État et ses institutions. Même si je pense que dans votre analyse, dans la résolution du conflit avec des guillemets entre les deux parties, puisqu'on est dans le monde du travail, mais on est sorti du monde du travail aussi. Et c'est là où les choses sont compliquées à analyser, parce que du coup, on n'est plus seulement dans le monde du travail, on est dans le monde de la santé, mais on est aussi dans la relation État-citoyen. Et et puis avec la Constitution, vous avez montré que au niveau l'adoption de cette loi par le Conseil constitutionnel qui a validé, oui, qui le valide. C'est du béton, quoi. C'est un béton armé. Alors, je pense que la solution ne viendra et ne peut pas venir de l'État. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Il faut qu'on arrive à comprendre que la solution ne viendra pas du gouvernement ni de l'État. Parce que on a parlé de séparation de pouvoir au tout début. Oui. Donc le pouvoir exécutif n'a pas à s'immiscer au niveau du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif. On a légiféré, la loi a été validée par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Le seul arsenal qu'on a, c'est de saisir la juridiction compétente. Si on n'arrive pas à résoudre le problème au niveau à l'amiable, c'est de saisir la juridiction compétente, donc Conseil de prud'homme pour les salariés de droit privé, tribunal administratif pour les salariés de droit public et les professionnels libéraux. Et c'est là que l'on pourra avoir la solution concrète et on a déjà des décisions qui demandent et qui condamnent l'employeur à réintégrer et à payer le salaire. Parce que vous pensez bien que le Conseil de prud'homme,
il va regarder les textes, il va regarder les éléments, les faits, il va prendre, il va regarder le développement juridique qui a été mené pour décider si oui ou non cette loi ne contrevient pas à des dispositions légales. Oui, mais parce que c'est ça, c'est pour ça qu'on a des décisions du Conseil de prud'homme qui, elles, annulent les décisions d'employeurs. Oui, mais comme c'est justement une démarche individuelle, et nous connaissons la lenteur des institutions, les pauvres qui attendent, là, ils vont attendre des années. En référé, ça va assez vite. En référé? Ah oui, en référé, c'est une procédure. Ah oui, ça va vite, c'est un mois. Il y a le référé au niveau de toutes les juridictions, donc c'est-à-dire c'est des procédures qui sont rapides, un mois pour qu'on ait une décision. Donc là, on a cette possibilité aussi d'avoir des décisions assez rapidement. Et c'est ce qui a permis dernièrement, c'est en référé que le Conseil de prud'homme s'est prononcé, et le tribunal administratif aussi. Oui. C'était un cas à Marseille? Alors, il y a un cas, là, dernièrement, c'est pas à Marseille, c'est dans une région en France, j'ai pas noté, mais par contre, on a des décisions en référé au niveau du tribunal administratif et du Conseil de prud'homme qui ont donné raison aux salariés. Vous conseillez aux personnes qui sont sorties de leur cadre de travail d'utiliser cette procédure-là? Ah oui, la procédure en référé, c'est la procédure la plus rapide. C'est déjà en cours, ils l'acceptent? Alors, il y a des conditions pour aller en référé. Il faut l'urgence, mais l'urgence est constituée. Je veux dire, aujourd'hui, je ne peux pas subvenir à mes besoins. J'ai ma banque qui m'envoie des relances, j'ai des mises en demeure, mais l'urgence, elle est constituée parce qu'on est en difficulté, fragilité financière. Ensuite, il faut avoir... donc, il y a un certain nombre de conditions, mais normalement, c'est bon. Ça, après, c'est bien entendu au cas par cas et regarder la situation de chacun. Mais de toutes les façons, l'urgence dans ces dossiers... l'urgence est bien évidemment constituée. D'accord. Oui. Alors, notre émission, malheureusement, s'est terminée. Est-ce que, Manuela, on peut remontrer à l'écran? Voilà. Vous avez cet ouvrage donc, de Isabelle Faye. Lisez-le. Et avec l'émission, faites le complément. Et je voudrais lire l'une des phrases qui termine son ouvrage. La liberté guidant le peuple. L'histoire retiendra que, dès le début de cette pandémie, il a été imposé une vision pessimiste, voire belliciste, de cette crise sanitaire. Face à cette obligation vaccinale, nous nous replongeons dans l'histoire et nous comprenons qu'il y a eu avant nous des écrivains, des avocats, des artistes qui ont lutté pour obtenir un brin de liberté, quand de l'autre côté, les monarques proclamaient « la loi, c'est moi ». Robespierre, maître des discours qui fait résonner la liberté, aurait dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. » Bon, n'allez pas au fourneau tout seul. En tout cas, voilà une conclusion qui, à mon avis, résume bien votre démarche, qui est d'abord, c'est une démarche de juriste, et en même temps, il y a une réflexion, un peu sociologique là-dedans, même si moi, j'ai plutôt appuyé sur cette dimension-là dans notre entretien. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, chers téléspectateurs, voilà encore des éléments. Je vous ai parlé d'un livre que nous allons sortir prochainement. On parlera aussi, y compris de la méchanceté du système. Et on vous tiendra au courant en tout cas. Et puis, passez de bonnes vacances. Portez-vous bien, sportez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas que le monde est en train de changer. Et ne ratez pas ce passage-là. À bientôt. Voilà.